Vous ne le connaissez peut-être pas, mais cet homme est une figure de l'ombre au pouvoir quasi limité dans le monde de l'économie. I'm projecting hope. Larry for president? I don't know. No, I'm too young. That is C'est une force influente capable de diriger l'économie mondiale à sa guise et de dicter les règles du jeu. Cet homme, indéniablement l'un des plus puissants au monde, contrôle discrètement les entreprises qui façonnent notre quotidien, comme par exemple Apple, Google, Facebook, Amazon, Disney, Netflix, ou encore les principaux médias. Et comme si ce n'était pas assez, il possède également la majorité des grandes banques américaines et fait partie des proches des politiques. Alors oui, ça peut sembler incroyable, presque surréaliste, mais il s'agit bien de BlackRock. Cette entreprise possède toutes les grandes sociétés pharmaceutiques ainsi que la plupart des médias mainstream américains et gère plus de 10% des transactions mondiales. Oui, 10% des transactions mondiales. BlackRock est si puissante que sa valorisation atteint les 120 milliards de dollars et gère plus de 10 milliards de dollars pour ses clients. Ce qui en fait la troisième plus grosse économie mondiale derrière les États-Unis et la Chine. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir ce qu'est BlackRock, l'impact qu'il a et surtout l'homme qui est derrière BlackRock. Parce que oui, il y a un homme qui est derrière tout ça. Une vision, quelque chose qui a un impact sur nous tous les jours et il est important de comprendre les enjeux qui sont derrière. Je suis Cryptolyse et aujourd'hui on va se pencher réellement sur BlackRock et principalement Larry Fink. Larry Fink, créateur de BlackRock, il faut revenir sur son histoire pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Larry Fink est né le 2 novembre 1952, issu d'une famille modeste, il a grandi avec une éthique de travail et l'a poussé justement dans ses études, où il a obtenu un baccalauréat en sciences politiques en 1974 et un MBA immobilier en 1976. De là, il est rentré dans le monde du travail et il a commencé sa carrière au sein de First Boston. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, il est important de comprendre que déjà ce premier poste était très important pour lui, parce que c'était le moment de rentrer dans la finance, parce qu'il s'est rendu compte que la finance était très importante, et que c'était là que l'on pouvait faire changer les choses. Et c'est aussi une façon d'évoluer, parce qu'il est rentré dans les Kappa Beta Phi. Kappa Beta Phi étant une société financière composée des membres influents de Wall Street, fondée en 1929, donc quelque chose qui est très ancien, et c'est une société qui est connue pour ses réunions annuelles, où les nouveaux membres sont initiés d'une manière humoristique, et souvent satirique. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est un groupe d'entraide, un groupe de personnalités éminentes du secteur financier et de PDG, de banquiers et de gestionnaires de fonds d'investissement qui, justement, cherchent à créer de bonnes ententes au niveau de l'économie et pour certains, à dominer le monde, peut-être. Mais loin de cette idée-là, Larry Fink, par ses connaissances, a réussi à rentrer à First Boston, une banque d'investissement où il a rapidement gravi les échelons. C'est même peu dire, étant donné que, en très peu de temps, il est passé du nouveau venu au génie, principalement par sa contribution au développement du marché des titres adossés aux hypothèques. Quelque chose qui a été vraiment important et que l'on a connu plus tard, qui a été la base, en fait, des subprimes qu'on a connus en 2008, mais ça on reviendra un petit peu plus tard dessus. Fort de cette image de génie, il a pris beaucoup de risques, et dans ces risques, notamment en 1986, ça a coûté 100 millions de dollars à l'entreprise. L'entreprise étant First Boston, forcément, il est passé du génie au paria. Mais loin de ça, justement, il a eu une grosse réflexion. Réflexion sur le pouvoir de l'argent, ce qu'il souhaitait faire, de la façon dans laquelle il souhaitait le faire. Et en 1988, il a fondé BlackRock avec 7 partenaires. La société a été créée initialement comme une filiale de Blackstone Group et est devenue indépendante en 1992. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est renommée BlackRock. Depuis, elle a connu une croissance exceptionnelle, devenant l'une des plus grosses sociétés de gestion d'actifs au monde, pour ne pas dire la plus grosse, étant donné qu'elle a dépassé les 10 000 milliards d'actifs sous gestion. Comme je vous ai dit, c'est 10% des transactions du monde. Elle a des participations quasiment dans toutes les grosses sociétés du monde. Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, les différentes banques, les médias, et voire même s'immisce directement dans les réflexions politiques que l'on peut retrouver, notamment en 2008, suite à la crise des subprimes, dans lequel Larry Fink a été appelé au secours par la Fed, principalement pour régler la problématique, et il est assez courant qu'il officie auprès de certains gouvernements, comme par exemple la France, à l'Elysée, pour les problématiques de retraite, et l'impact des différentes lois qui allaient en découler. On pourrait même rajouter à ça son arrivée à Davos, où il peut côtoyer directement les différentes élites politiques des différentes nations, et même les gros PDG, et c'est à Davos où la célèbre phrase a été prononcée. Non pas par Larry Fink, bien que je pense qu'elle a été acquiescée par Larry Fink, on reviendra dessus dans quelques instants, mais ça a été « vous ne posséderez rien et vous serez heureux ».
Et ça, c'est quelque chose qui est très important qu'on va garder en tête. Parce que pour Larry Fink, je pense que ça a fait écho. Écho aussi aux différentes relations qu'il a pu avoir. On rappelle que la création de BlackRock, ou même son premier poste, a été permis par ses relations, et notamment son lien directement avec Kappa Beta Phi, qui reste une société secrète financière dans laquelle le but est principalement de créer des deals et de pouvoir potentiellement manipuler. Je vous avais dit qu'il y avait une partie très complotiste à cette partie-là. Et justement, c'est aussi l'image qu'a BlackRock. Être impliqué dans les différents complots, et même avoir vraiment une notion d'abus de pouvoir. BlackRock a été impliqué dans plusieurs controverses concernant des accusations, l'une la plus notable concernant son influence sur les marchés financiers en raison de sa taille et de l'importance systémique. Et comprenez bien que si on représente 10% des transactions mondiales, il est logique que lorsqu'on fait des transactions à des montants équivalent au montant de BlackRock, il y a un impact qui est monumental. Et ça sous-entend aussi qu'ils sont capables d'influencer le marché, de pouvoir faire chuter le marché pour potentiellement faire une action. Gardez-le en tête parce qu'on va revenir dessus dans quelques instants avec justement la notion de 2008 et ses principaux cas de subprime. Mais oui, elle a un impact directement sur l'ensemble des marchés, que ce soit le forex, c'est-à-dire les échanges monétaires, c'est-à-dire qu'elle peut manipuler, si elle le souhaite, directement les cours entre l'euro et le dollar, voire toute autre monnaie, si elle le souhaite encore une fois, pouvoir faire chuter un prix d'une action, parce qu'elle possède plus de 10%, 15%, 20%, 30% d'énormes sociétés, et donc elle a une influence excessive sur les entreprises. Mais ça va encore plus loin. Par exemple, pendant la crise financière de 2008, donc celle des subprimes, BlackRock a été mandaté par le gouvernement américain pour gérer les actifs toxiques, donc ceux qui posaient problème directement, qui ont été à l'origine de la crise financière de 2008, et BlackRock a dû s'occuper de ces actifs-là. Et ça a été un renflouement des grandes institutions financières. Ce qui a suscité vraiment des inquiétudes concernant les conflits d'intérêts. À quel moment un État demande à la plus grosse société d'interagir et de renflouer, d'aider et de sauver. C'est un peu l'image que l'on a eue il y a quelques années de ça, maintenant quelques mois, avec la chute de différentes banques comme Silicon Valley Bank, comme Signature Bank, qui ont été cédées directement à des géants comme JP Morgan. Il y a une véritable concentration de pouvoir. Et on peut aller encore plus loin avec la notion de ESG. Ça vous parle peut-être pas, mais c'est une norme qui à la base est censée être dans l'amélioration de l'homme. Amélioration des conditions de travail, amélioration de l'environnement. À la base, cette norme ESG est censée être vraiment dans l'amélioration de la condition humaine. Et ça a été imposé par BlackRock. C'est ce qui a été déterminé. On doit impérativement rentrer dans une norme de ESG pour rentrer dans BlackRock, pour pouvoir être un actif dans lequel BlackRock va investir. Ça sous-entend qu'il y a eu un changement drastique au niveau de l'économie, dans lequel à un moment donné, la manne financière que représente BlackRock est tellement importante que les sociétés ont dû s'adapter, et ont fait l'effort nécessaire pour le faire. Là-dessus, on pourrait se dire c'est plutôt positif, sauf que malheureusement, ça n'a pas changé grand-chose. On va pas se le cacher que ça a été surtout une course au calcul de points pour pouvoir être labellisé ESG sans forcément changer les fondamentaux. Et ça montre vraiment le pouvoir de BlackRock. BlackRock est capable de pouvoir changer les différentes sociétés si elle le souhaite, de par la taille des capitaux qu'elle représente et donc le potentiel financement qu'elle représente, ou même tout simplement par la participation qu'elle a dans les différentes sociétés. Et de là naît l'ensemble des théories de conspiration. Ces théories suggèrent que BlackRock, aux côtés d'autres grandes entreprises de gestion d'actifs comme Vanguard, contrôle effectivement le monde en raison de la vaste gamme d'entreprises dans lesquelles elle détient une participation significative. Et il faut bien comprendre que certainement ces dirigeants-là se voient aussi à la réunion annuelle de Alpha Beta Phi, ou encore à Davos. Et au vu des différentes modifications qu'a été capable d'imposer directement BlackRock, que ce soit à des États ou à des sociétés, il est tout à fait probable que BlackRock ait la possibilité de pouvoir se servir de son influence pour pouvoir modifier chacune des sociétés, pour pouvoir agir et interagir. Et que se passe-t-il si on interagit sur l'ensemble des sociétés que l'on utilise tous les jours? Je vous rappelle, c'est les médias, c'est Microsoft, c'est Google, c'est l'ensemble des sociétés qu'on utilise, l'ensemble des médias sociaux qu'on utilise, l'ensemble des actifs qu'on peut avoir en portefeuille. Et oui, c'est l'ensemble de ces parties-là. Et ça peut aller encore bien plus loin. Encore une fois, ces théories restent des théories, bien que BlackRock a été déjà plusieurs fois à la limite avec JP Morgan de manipulation sur le marché de l'or. Marché de l'or que l'on sait déjà comme étant non représentatif du nombre d'or existant dans le monde. Et oui, il y a plus d'or papier, c'est-à-dire plus de parts d'actifs financiers représentant de l'or que de l'or en réalité. Et pourtant, on continue à vendre ces actifs-là. Et pourtant, il n'y a pas de crise. Parce que le marché de l'or en lui-même est certainement manipulé. On sait que JP Morgan s'est fait taper les doigts il y a quelques années pour avoir manipulé le cours entre 2008 et 2016.
Donc oui, BlackRock vous influence. Donc oui, BlackRock est certainement dans chacune des news que vous lisez, ou en tout cas potentiellement peut l'être, et peut-être aussi dans chacun des actifs que vous achetez. Et vous pouvez vous dire que peut-être en achetant du Bitcoin, ce n'est pas le cas. Sauf que, il y a peu, BlackRock a lancé son ETF Spot Bitcoin, un élément très important et qui a été permis principalement grâce à BlackRock. C'est quelque chose qui avait été demandé par plusieurs autres fonds depuis déjà des années, qui avait été systématiquement refusé. BlackRock arrive, demande, dépose, et quelques mois après, c'est validé. Ça a été le cas en janvier 2024, et c'est-à-dire que maintenant, BlackRock possède un instrument financier pour pouvoir potentiellement manipuler le Bitcoin. Exactement comme l'a fait JP Morgan avec l'or. Est-ce que c'est totalement impossible? Non, on l'a déjà vu. Encore une fois, je rappelle, JP Morgan, l'or, et la proximité entre BlackRock et JP Morgan. Ou même tout simplement l'utilisation du réseau de Larry Fink, qu'il a pu utiliser durant toutes ces années-là pour pouvoir faire évoluer BlackRock, pour pouvoir faire évoluer l'ensemble de son écosystème. Et oui, il s'attaque aussi à Bitcoin, potentiellement. Il y a plusieurs façons de le faire, que ce soit à travers, en effet, une manipulation sur l'ETF, une pressurisation, si jamais le gouvernement américain le décide. Mais si on retire toutes ces idées complotistes au niveau de Bitcoin, on peut considérer que ça a permis aux institutionnels d'avoir un moyen financier de pouvoir s'exposer à Bitcoin et donc aux crypto-monnaies. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'on s'en rend compte, pas forcément, que ça n'a pas éclaté au grand jour. Puis en l'occurrence, il y a quelques éléments qui sortent à droite à gauche, qui parlent de ça, qui sont soit conspirationnistes, soit tagués de cette façon-là. Et si on prend un petit peu de recul, on va voir que l'intelligence artificielle existe pour certains depuis ChatGPT, pour d'autres depuis la création de Aladdin. Peut-être ça ne vous parle pas, mais c'est le système qui a fait la force de BlackRock. C'est le système qui est derrière l'ensemble des investissements effectués par BlackRock. C'est ce qui a géré son risque, c'est ce qui optimise les portefeuilles, c'est ce qui prend des décisions d'investissement pour les fonds de BlackRock. C'est ce qui permet potentiellement de manipuler le marché. C'est quelque chose qui est au-delà de tout ce qui existe, c'est quelque chose qui possède depuis 92 l'ensemble des informations du marché financier. Et même pour aller plus loin, l'ensemble des informations de toutes les personnes et de toutes les sociétés dans lesquelles BlackRock est rentré, ou en l'occurrence, que Aladdin gère d'une façon directe ou indirecte. Donc, BlackRock a accès à toutes ces informations. BlackRock a accès à toutes les connexions, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient sociétales ou entrepreneuriales. BlackRock a accès à des fonds quasiment illimités. On rappelle 10 000 milliards de dollars sous gestion. BlackRock sauve des pays, comme nous avons pu le voir en 2008. BlackRock peut imposer à des sociétés une direction, si jamais elles veulent continuer à être dans le portefeuille d'Aladdin, le logiciel d'investissement de BlackRock. Et je pense que maintenant, vous comprenez, et que sans être conspirationniste, on peut clairement se demander que cet homme qui a la tête de tout ce pouvoir, et qui a eu pour l'habitude de passer par une société secrète pour pouvoir justement évoluer dans son parcours, a vraiment le bien de l'humanité en tête. Mais la seule chose qui est sûre et certain et qui est factuelle, c'est que BlackRock influe vos vies. Que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, que vous en ayez conscience ou non, dans tous les cas, elle influe votre vie. Peu importe la façon, peu importe que ce soit à travers un prêt que vous faites à votre banque, ou peut-être le terrain que vous êtes en train d'acheter, la maison que vous êtes en train de louer, la construction de votre portefeuille, les outils financiers que vous utilisez, ou même tout simplement le fait de scroller ou de regarder cette vidéo, ou la publicité qui a été en amont de cette vidéo. BlackRock influe sur votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez me soutenir, c'est simple, likez, partagez et abonnez-vous.